Je vous propose qu'on démarre ensemble ce temps d'échange. Merci à vous pour votre présence. Donc, on est ensemble pour 45 minutes pour discuter de projets de transition et notamment les financements pour tous vos projets autour du développement durable. On a deux invités, en tout cas pour ce webinaire, Pascal Bouteau et puis Denis Larcher, qui viendront nous présenter des solutions d'accompagnement très spécifiques pour vos projets du développement durable. Je vous propose de commencer rapidement juste pour vous parler du comité 21. C'est le comité 21 qui vous rassemble aujourd'hui. Donc, c'est une association qui existe sur Nantes et sur Paris depuis un petit peu plus de 20 ans pour Paris. On est un réseau d'acteurs, en fait, qui travaillent autour des sujets du développement durable. On rassemble un certain nombre d'acteurs de différentes typologies pour travailler sur ces sujets, que ce soit des collectivités, des entreprises, des associations ou encore des établissements d'enseignement supérieur. Je vous ai mis là rapidement une petite présentation des adhérents qu'on peut avoir dans le Grand Ouest. Donc, on est à peu près 220 là depuis début 2024. Certains d'entre vous sont parmi nous aujourd'hui, donc on est ravis de vous retrouver. Mais vous voyez, on travaille avec différents types d'acteurs. C'est un petit peu la force de notre réseau, c'est de réussir à rassembler des acteurs économiques, associatifs, pour travailler ensemble avec cette volonté de coopération sur ces sujets de transition qui sont assez nombreux. Donc, c'est important de relever ce challenge ensemble. Le comité 21, c'est une asso qui travaille notamment autour de trois programmes. On va proposer des analyses et des décryptages. Donc là, on est exactement dans le thème aujourd'hui, en proposant à nos adhérents et puis globalement aux acteurs du territoire de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des enjeux du développement durable. Vous avez peut-être vu passer notamment les rapports qu'on a pu écrire au niveau du GIEC des Pays de la Loire. On pourra vous envoyer aussi ces rapports qui sont accessibles à tous. Donc ça, c'est sur notre premier volet pour essayer de bien comprendre aujourd'hui sur le territoire quels sont nos enjeux et comment y répondre. Une fois qu'on a compris ces enjeux, l'important, c'est aussi d'y aller et puis de s'engager et de pouvoir être accompagné pour le faire. Et donc, pour ça, on a des formations, des parcours d'accompagnement. On reviendra dessus un petit peu après parce que justement, le but, c'est de vous montrer comment financer vos projets. Et c'est aussi de vous dire qu'il existe des formations qui peuvent être adaptées, des parcours d'accompagnement à ce que vous avez besoin pour 2024, pour vos structures, pour vos salariés, pour les mobiliser. Et puis, on a aussi ce volet d'expérimentation. Pareil, on reviendra un petit peu dessus. Le but, c'est aussi qu'on soit en capacité de proposer aux acteurs de se mettre en mouvement ensemble, en coopération, sur des sujets un petit peu spécifiques, comme par exemple l'éco-conception, ou encore sur le sujet des nouveaux modèles économiques, qui est un sujet de plus en plus prégnant. En tout cas, nous, on a ce retour-là de la part des acteurs du territoire qui ont envie aussi d'avancer sur ces changements de modèle. Voilà pour la présentation rapide, puisque je sais que ce qui vous intéresse, c'est aussi d'avoir des infos sur les financements. Donc, c'était aussi important pour nous de vous présenter notre association, mais on reviendra dessus le long de ce webinaire. J'en dis pas beaucoup plus sur nous et je vous propose directement peut-être de commencer par toi, Pascal. Merci en tout cas de t'être rendu disponible pour venir présenter les accompagnements de la région. Avec plaisir. Donc bonjour, Pascal Bouteau. Moi, je suis chargée de mission économie circulaire à la région des Pays de la Loire, à la direction transition énergétique et environnement. Alors, je vais vous présenter différents dispositifs de financement de l'économie circulaire à la région. Alors, le premier, c'est l'appel à projet économie circulaire, qui est un appel à projet commun entre la région, l'ADEME et l'ADREAL. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique pour aller sourcer des projets. C'est un appel à projet qui existe depuis 2018 maintenant. Donc l'idée, c'est de soutenir des projets innovants. Je vais vous expliquer après la définition qu'on donne à l'innovation, des projets exemplaires qui peuvent servir de vitrine, qui peuvent inspirer les autres, structurant à une échelle géographique démontrée pertinente et qui apporte une plus-value en termes de maillage territorial. Donc, l'idée de l'appel à projet, c'est vraiment de faire émerger du territoire des projets. Après, sur des phases de déploiement, de développement, il y a d'autres dispositifs, notamment à la région, via la direction entreprise et innovation et ses opérateurs, qui peuvent financer la suite des projets. La définition qu'on donne de l'innovation, c'est que en fait, la solution n'existe pas encore en Pays de la Loire.
Ça, c'est notre définition de base. Après, depuis l'année dernière, on a ouvert la porte aussi à l'idée d'avoir un maillage territoriale, c'est-à-dire une solution qui existe déjà sur les territoires de Nantes Métropole, par exemple, n'existe pas dans la Sarthe ou en Mayenne. Au départ, eh ben, on disait, eh ben non, la solution, elle existe déjà, donc vous ne pouvez pas rentrer dans le cadre de l'appel à projet. Là, on a ouvert pour qu'il y ait aussi une répartition géographique plus équitable. Alors, les bénéficiaires, en fait, ils sont très larges. Ça peut être à la fois des bénéficiaires publics, mais des bénéficiaires privés. Dans les bénéficiaires publics, on retrouve les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale jouent un rôle central dans le développement des projets d'économie circulaire au travers des différentes compétences qu'ils peuvent avoir en matière d'urbanisme, en matière de gestion des déchets, en matière d'animation économique, de développement des zones d'activité. Donc ça, c'est des acteurs très importants pour nous. Ça peut être d'autres types de groupements de collectivités, pays, syndicats mixtes, des parcs naturels régionaux aussi qui peuvent mener des travaux. Voilà. Et puis les organismes consulaires, chambres consulaires également, CRES, réseau départementaux de l'ESS aussi. Et puis les acteurs privés, là, qui sont très larges également. Les entreprises, groupements d'entreprises, les organismes aussi de recherche, pôles de compétitivité. Alors, les dépenses éligibles, en fait, ça peut être des dépenses d'études, d'opportunités, de faisabilité, des travaux de R&D, la réalisation d'investissements. On ne va pas financer du bâtiment, de l'achat ou de la rénovation de bâtiments. Pourquoi? Parce que la région, au travers de ses compétences, ne peut pas aller sur l'aide à l'immobilier d'entreprise. Ça relève de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale. Donc, on peut aller financer, par exemple, des équipements, des machines, et on peut financer du fonctionnement. Alors, ça va être du temps d'animation. Et quand je dis de l'animation, c'est au sens de l'intérêt général. Ce n'est pas du temps de communication pour du développement commercial, par exemple. Alors, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Camille? Oui, alors donc l'appel à projet économie circulaire, pour l'année 2024, il se présente en 9 volets. En fait, on est très large. On essaie d'avoir. Alors, on identifie des volets parce qu'il y a des enjeux spécifiques sur certaines filières en Pays de la Loire. Et vous allez voir qu'on a un volet 6 aussi qui permet, si on a d'autres projets qui ne rentrent pas dans ces filières prioritaires, on ne ferme pas la porte parce que l'idée, c'est justement de faire, comment dire, d'avoir une oreille attentive à toutes les innovations possibles auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé. Donc, il y a un volet 1 qui est l'accompagnement, changement de comportement des citoyens. Là, on va être plus sur des projets de sensibilisation, d'information des citoyens, d'aide au changement de comportement. On a un volet 2 qui est la filière BTP. Alors ça, c'est un volet très important pour nous. Très producteur, la filière BTP est très consommatrice de matières premières, productrice de déchets. On a des enjeux très forts pour développer le réemploi des matériaux du bâtiment, mais aussi de travailler sur l'amélioration de l'usage des bâtiments dès la conception des bâtiments. Donc, on essaie, ces volets-là, ils balayent tous les piliers de l'économie circulaire. On va de l'éco-conception jusqu'au recyclage des déchets. Il y a un volet plastique. Le volet 3, c'est la filière plastique. On a énormément on est la deuxième en région en termes de nombre de plasturgistes. Donc, la filière plasturgie est importante aussi pour nous. Une filière de l'industrie agroalimentaire aussi très implantée avec la problématique des emballages. On a un volet 4 qui est la filière bioéconomie. En fait, c'est tous les projets qui vont tourner autour de l'utilisation des bioressources, des ressources issues du vivant, végétal ou animal,
avec différents sous-volets, un sujet autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc là, on est sur limiter la production de gaspillage alimentaire. On est aussi sur les enjeux de construction agro-sourcée avec les matériaux biosourcés. Et là, c'est pareil, on ouvre aussi aux autres filières potentielles. Voilà, l'utilisation de matières biosourcées pour d'autres usages de produits est également possible. La filière textile et chaussures, là c'est pareil, on a historiquement des entreprises de cette filière implantées en Pays de la Loire. On voit qu'il y a des enjeux très forts sur ces filières-là pour travailler sur de l'éco-conception des produits, de nouveaux modèles économiques. On a un volet 6 qui s'appelle les autres filières émergentes, comme je vous disais. Hein, là, c'est quand les autres dossiers ne rentrent pas dans les filières qu'on vient d'énoncer, ils peuvent être déposés sur ce volet-là. Je vous donne un exemple parce que j'ai échangé avec eux ce matin. Par exemple, c'est Redim Médical qui est en train de mettre en place sur Nantes une filière de réemploi de tout ce qui est attelle, orthèse médicale, voilà, qui rentrait pas dans les autres volets. Donc, très beau projet. Un volet 7, éco-conception. Là, c'est pareil, quand on a des sujets d'éco-conception qui ne rentrent pas dans les volets plastique, BTP, bioéconomie ou textile, chaussures, on peut les intégrer dans ce volet. Donc ça, c'est un volet très important pour nous parce que l'idée, c'est vraiment d'embarquer les entreprises dès la phase de développement de nouveaux produits, de les amener en amont à réfléchir à l'impact de leurs produits. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ça c'est un sujet que connaît bien le Comité 21 puisqu'il anime des temps d'échange sur ces sujets-là. Nouveau modèle économique, EFC. Là, c'est pareil, c'est un sujet extrêmement important pour nous. Et puis, un volet 9 qu'on a créé cette année, qui est un volet coopération territoire-entreprise. Là, qui est ouvert notamment aux EPCI, mais aussi aux associations d'entreprises qui sont réunies au sein de zones d'activité, par exemple, pour qu'elles travaillent sur les enjeux de synergie inter-entreprise. Voilà, c'est des projets les projets qu'on va chercher doivent amener à embarquer les entreprises à travailler de manière collective sur les enjeux environnementaux, de mutualisation, de partage. Alors, je vous ai mis le lien vers le cahier des charges sur le site de la région. Alors là, on est dans la dernière ligne droite puisque la clôture de l'appel à projet, c'est le 17 mars. Et on demande qu'il y ait un pré-contact qui soit établi par mail. Après, on organise une visio pour vérifier que votre projet rentre bien dans le cadre de l'appel à projet, pour éviter de faire perdre du temps à la fois aux porteurs de projet et à nous, et de les réorienter dès cette étape si c'est préférable d'aller vers d'autres dispositifs. Oui, alors là, c'est juste pour vous donner une idée de tous les projets qu'on a financés depuis le début. Vous pouvez retrouver sur le site de la région une cartographie des lauréats. On a financé avec l'ADEME et l'Adréal presque 200 projets depuis 2018, avec un budget global de plus de 13 millions d'euros. Et parmi les lauréats, il y a sans doute des structures que vous connaissez, Redim Médical, je viens d'en parler, la biscuiterie Andy Gaspi qui fabrique des biscuits à partir de déchets de pain, d'invendus de pain. Recycuir en Vendée, Renaissance Textile, Bout à Bout, Berny sur les emballages réemployables, Bisco sur la valorisation du biscuit de moule. On a des projets mais assez incroyables. On a les recycleurs fous, on a Zik Éthique en Mayenne sur le réemploi des instruments de musique. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir aussi à l'échelle des territoires tous ces projets qui sont devenus lauréats. Voilà, je ne sais pas si... Est-ce qu'on laisse entendre
peut-être à la fin de ma présentation sur Oui, les je te questions. propose qu'on fasse un temps à la fin justement pour voir s'il y a des projets qui peuvent être, qui peuvent rentrer dans le cadre de ce que tu vas présenter, puisqu'après tu nous parles aussi rapidement d'autres structures et sources de Dispositifs. financement. Ouais, On fait ça à la fin de ta présentation. ouais. Alors, en effet, on va passer aussi au FEDER. Alors, le FEDER, le FEDER, c'est un dispositif de financement via les fonds européens. Et depuis 2023, on a un volet FEDER, un volet économie circulaire dans les fonds FEDER, avec 10 millions d'euros sur le fonds 2023-2027. Là, on va chercher des projets de plus grande ampleur avec des besoins financiers plus importants. On est toujours sur des projets innovants, mais avec une exigence de structuration plus régionale. On a deux volets, donc un volet 1 qui est la structuration des filières à fort potentiel. On retrouve les sujets bioéconomie, on trouve les sujets de réemploi, réparation, filière de recyclage, développement de l'écologie industrielle et territoriale, reconversion de sites de gestion de déchets. Là, parce on a une problématique de fermeture de certains sites de tri de déchets qui sont devenus trop petits. Donc là, c'est pour ouvrir à de nouveaux projets de transition. On a un deuxième volet qui est sur l'accompagnement des acteurs pour favoriser la structuration de réseau. Donc là, on est vraiment sur des fonds qui vont permettre de mettre en place des réseaux et de les animer sur des filières qui nous semblent à enjeu. On peut traiter de sujets qui sont sur le changement de comportement, et on peut aussi être accompagné des porteurs de projets qui vont développer des démarches d'observatoire, d'observation et d'acquisition de connaissances. Les types de porteurs de projets, en gros, ils sont assez larges également. La seule nuance par rapport à l'appel à projet économie circulaire, c'est que les grandes entreprises ne sont pas éligibles au FEDER. Après, je ne vous cache pas que sur le FEDER, il faut être encore assez armé pour déjà postuler et puis après suivre les financements du FEDER. Parce qu'il y a un niveau d'exigence, de contrôle, de suivi administratif, de preuve qui est exigeant. Donc, toutes les structures ne peuvent pas aller vers ce type de financement. On est sur des taux d'aide de 20 à 50%, donc plus faibles que l'appel à projet économie circulaire. Et vous voyez les montants d'aide minimum qui sont sur le FEDER. Donc, sur le volet 1, minimum 100 000, maximum 700 000 euros. Et après, sur le volet 2, qui est plus sur l'accompagnement, l'animation de réseau, on est en minimum 50 000 euros et maximum 300 000 euros. Et puis un dernier dispositif, mais là qui est un peu particulier, qu'on a développé avec deux banques, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire et la Banque populaire Grand Ouest. En fait, l'idée, on leur a demandé d'avoir des dispositifs financiers qui permettent de flécher de l'épargne citoyenne vers des projets d'entreprise sur l'économie circulaire, mais au sens large sur la transition écologique. Et donc, ils collectent de l'épargne citoyenne. L'épargnant sait que cet argent va financer des projets d'entreprise en Pays de la Loire sur la transition écologique. Donc, c'est un plus pour eux par rapport au dispositif de livret qui existe actuellement. C'est de savoir où va leur argent, à quoi sert leur argent. Et donc, après, ces deux banques ont des prêts qui viennent de ce fléchage-là pour financer les projets d'entreprise. Donc, je vous invite là à contacter ces deux banques qui peuvent vous faire bénéficier de ces prêts fléchés livrés d'épargne. Donc, pour les entreprises, dans le cadre de leur démarche RSE, c'est aussi intéressant de valoriser aussi qui se font financer des projets vers l'épargne citoyenne. Je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. C'est tout à fait. Ouais. Je vous ai laissé mes contacts. Je vous invite, si vous êtes intéressé pour suivre un peu au fil de l'eau aussi,
tout ce qui concerne l'économie circulaire en Pays de la Loire. Il y a une communauté économie circulaire qui a été créée sur le site national économiecirculaire.org. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions, mais juste avant, justement, pour faire le lien avec ce que tu disais, quand c'était effectivement un peu parfois compliqué de remplir des dossiers, on voulait prendre une petite minute aussi pour vous faire un partage d'expérience là-dessus. Et je vais laisser du coup la parole à ma collègue Anne qui va vous présenter un petit retour d'expérience sur le sujet. Très bien. Oui, bonjour à tous. Oui, un petit retour d'expérience sur comment le comité 21 peut accompagner, surtout sur la partie rédaction à l'appel à projet. Pour information, on a accompagné un adhérent sur un projet, l'adhérent Lilokawa, sur un projet de filière plastique et de recyclage. Pas de recyclage, voilà, de récupération et réemploi de kakémono. Et donc, c'était une petite structure de 2 personnes. Et donc, ils nous avaient demandé de les aider sur la rédaction de l'appel à projet, pour qu'ils puissent être éligibles au dossier de l'appel à projet économie circulaire. Et puis, ils nous avaient également demandé ensuite de les accompagner dans la partie animation d'ateliers multi-acteurs. Voilà comment on peut accompagner des adhérents comité 21, à la fois sur l'aide de la rédaction de l'appel à projet et l'accompagnement de projet. Et puis, si vous avez besoin aussi, on peut vous mettre également en relation avec des experts qui peuvent vous aider à structurer votre projet sur des sujets d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, par exemple. Voilà. Donc, c'était juste pour vous informer que parfois les petites structures, qu'elles soient associatives ou des entreprises, peuvent avoir besoin un peu de se faire guider sur ces sujets-là. Alors, il y a bien sûr le contact avec la région qui va être très important, mais après, dans la rédaction ou dans l'aide à l'accompagnement, sachez que Comité 21 peut travailler là-dessus et que comme expliquait Camille, la force de notre réseau multi-acteurs et d'animation d'ateliers pour faciliter des projets d'économie circulaire peut être pertinent. Voilà, j'étais rapide. Je laisse les questions beaucoup, et les Anne. réponses. Bah oui, je vous propose, si vous voulez prendre la parole directement, n'hésitez pas en tout cas pour poser vos questions à Pascal plutôt sur ce premier sujet. On va lire peut-être aussi les questions dans le chat, mais si en tout cas certains veulent poser des questions. Alors je vous ai mis ça comme slide, mais c'était pour pas vous perdre sur le sujet de l'économie circulaire qui est quand même assez vaste, mais c'était pour bien se redire un petit peu les étapes. Peut-être qu'il y en a qui vous concernent. En tout cas, la question était de savoir, est-ce que vous avez des projets aujourd'hui sur ce sujet? Est-ce que vous avez des besoins d'accompagnement et de financement? Et est-ce que ce que vous a présenté Pascal peut éventuellement correspondre? Je suis en train de lire s'il y a des questions en même temps. Tiens, les premières questions de la part de Laurent. Moi, je vous les pose encore, Pascal, je te la pose directement. Pour le FEDER, peut-il y avoir une aide en ingénierie de la part de la région pour aider à la constitution du dossier et suivre notamment ce versant administratif et financier? Donc, ça fait écho avec ce que vient de présenter Anne. Mais est-ce que du coup, il y a une aide sur l'ingénierie de la constitution du dossier? Alors, en effet, il y a une personne qui est dédiée à la direction des politiques européennes sur ce fonds FEDER économie circulaire qui peut en effet vous guider dans le montage du dossier. Après, ça nécessite quand même un investissement de votre part, mais elle est là pour vous aider au mieux à constituer ce dossier. Et après, il faudrait que je vérifie. Je pense que le temps, en effet, que vous passez au suivi administratif une fois que le fonds est accordé, au suivi administratif et financier du dossier, peut être dans les dépenses du FEDER. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a donné envie peut-être de créer des projets ou ça a peut-être répondu à certains besoins? Oui, monsieur Louis, vous avez une remarque? Oui, une seule question, peut-être j'ai mal compris, mais vous avez bien dit que la deadline de l'appel à projet économie circulaire, c'était le 17 mars. Oui. Alors, on parle bien de 2024. Oui, tout à fait. Alors après, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave.
En fait, c'est D'accord. un appel à projet qui a lieu tous les ans, Mm, mm. à peu près à la même période. Hein, en général, voilà, l'appel à projet est lancé à la fin de chaque année avec un dépôt pour mi-mars. Mhm. Mais là, c'est Et oui, le 17 mars et donc l'enveloppe, enfin, je suppose qu'il y a déjà peut-être beaucoup de projets, mais c'est vrai que ça va être très court pour qu'on puisse engager des partenaires. Enfin, moi, j'ai une idée d'un partenaire, mais je ouais, vois mal qu'il soit prêt avant le 17 mars. bien sûr. Après, c'est ce que je vous dis, il y a un appel à projet tous les ans. En effet, hein, si vous êtes sur un projet, vous avez besoin d'embarquer des partenaires, ça nécessite du temps. Après, on commence à bien être identifié. Si en dehors du timing de l'appel à projet, vous avez des projets en tête, vous pouvez aussi revenir vers nous et on essaie d'étudier les autres solutions de financement qui peuvent être à l'ADEME. Nous, on échange aussi avec notre direction entreprise et innovation pour voir s'il y a des dispositifs aussi de leur côté qui peuvent y répondre. Voilà, donc on est là aussi en dehors de ces périodes-là si besoin. D'accord. Oui, Ok. peut-être une dernière question et j'en profite pour répondre j'aurais dû vous le dire effectivement en intro. Oui, vous recevrez effectivement le replay plus les slides. Je vous enverrai ça soit cet après-midi ou demain en tout cas au plus tard. Une petite question, Pascal, encore sur l'appel à projet économie circulaire. Quelqu'un qui demande quel est le niveau de formalisation qui est attendu pour répondre au projet. Est-ce qu'il faut notamment avoir déjà formalisé enfin voilà, un avant-projet, etc. C'est des termes que je connais pas forcément, APS, APD, mais j'imagine que ça veut dire ça, les études Ah oui, d'avant-projet. ouais, ça c'est les différentes études de niveau de construction, enfin quand on est sur la construction d'un bâtiment. En fait, je dirais, il n'y a pas, ça peut être à tous les stades. On peut être très en amont, hein, on peut être en effet sur une étude. Là, je pense qu'on est même oui, au stade de l'avant-projet sommaire, une étude où on souhaite questionner l'usage d'un bâtiment. Eh bien, une étude peut être financée à ce stade-là. Après, on peut être à un stade plus avancé où on va devoir aller chercher des matériaux issus du réemploi, si je me fais bien comprendre. Là, on sera à un stade plus avancé du projet, qui peut être même au moment juste avant les appels d'offres de travaux. N'hésitez pas, hein, pour la personne qui a posé les questions, si vous en avez la possibilité de compléter votre question ou de Je répondre ne sais pas directement si à je Pascal. suis claire par rapport à ça. Oui, bonjour, Françoise Charles de Level à Laval, projet de tiers-lieu dédié à l'économie Ah sociale oui, et solidaire oui, avec la réhabilitation d'une friche industrielle et la oui, construction d'un bâtiment neuf. oui. C'est moi qui ai posé la question effectivement sur le stade attendu par rapport à un projet immobilier. Voilà, on a des enjeux autour de l'économie circulaire sur la construction de ce bâtiment. D'accord. Voilà, donc c'était de Est-ce que savoir j'ai s'il y avait... répondu Oui, à votre question? Est-ce que ouais. justement vous avez un projet que vous avez en tête? Oui, là, on est en révision du projet, donc je pense qu'on risque d'être un peu court sur des délais au 17 mars. Mais la fenêtre de tir peut-être de l'année prochaine, avec un permis de construire déposé et peut-être plus un stade de début 2025 d'avant-projet définitif. D'accord. Voilà. Et quel sujet vous aimeriez creuser dans ce cadre-là? Non, bah, c'est pas. Enfin, moi, ce que j'avais besoin de savoir, c'était à quel stade on pouvait effectivement. C'est moi qui ai D'accord. posé la question sur le stade, mais vous avez bien répondu que ça pouvait être à n'importe quel stade, même sur un stade d'étude finalement Ouais, préalable. tout à fait. Ok. Alors oui, ça j'ai bien. Dans cet appel à projet, on va financer des études qui peuvent être Mhm. réalisées en interne ou sous-traitées. On va financer des investissements hors bâtiment, hein, hors immobilier, et on va financer du temps d'animation également, qui peut être en interne ou sous-traité. Ok.
Parce que, enfin, en tout cas, sur les enjeux du BTP de la construction, on est sur des choses, comme sur beaucoup de volets, en fait, mais très techniques, Ouais, où on sait qu'on a besoin de faire appel à de la maîtrise d'usage ou de la maîtrise d'œuvre un peu spécialisée. ouais, complètement. OK. Ben, merci pour les informations. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à cette deuxième partie. Enfin, s'il y avait une question effectivement sur le cahier des charges, mais tout est sur le site internet de la région. On vous renverra dans tous les cas les liens par rapport à ce sujet-là. Et histoire qu'on ne perde pas trop de temps, je vous propose qu'on passe à cette deuxième partie, notamment avec continuer de parler des accompagnements et des aides possibles, mais plutôt maintenant sur le volet formation. On a le plaisir d'accueillir Denis Larcher de la DRETS. Merci d'être avec nous, Denis. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter deux dispositifs nationaux qu'on déploie donc, dans chacune des régions, et notamment au Pays de la Loire, pour accompagner les entreprises. Alors, quand je dis entreprises, ce sont des structures employeuses qui ont des salariés de droit privé, donc il faut intégrer les structures associatives dans ce terme entreprise. Donc, ça vise l'ensemble de ces structures qui ont des salariés de droit privé. Deux dispositifs. Le premier, c'est un dispositif qui est plutôt axé sur l'accompagnement des ressources humaines des entreprises, avec la possibilité donc, de mener des actions d'accompagnement qui sont soit collectifs, soit individuelles, et elles visent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, jusqu'à 250 salariés. L'enjeu étant professionnaliser la fonction RH, notamment des plus petites structures, puisque on a besoin d'avoir un appui parfois dans ces structures-là sur la fonction RH, et particulièrement quand il y a des problématiques ou des thématiques importantes qui se font jour. Cet accompagnement se fait par l'intervention d'un consultant externe, donc avec un dispositif, comme vous le voyez sur la présentation, qui est relativement souple, puisqu'il est en règle générale sur un dispositif plutôt 10 cours, mais entre 1 et 10 jours, et la possibilité de compléter aussi l'accompagnement quand on est vraiment sur un sujet structurant ou qu'on souhaite aborder plusieurs thématiques dans un même accompagnement, qui peut aller jusqu'à 30 jours d'accompagnement et de prise en charge via l'intervention de ce consultant externe. Quelle thématique on va aborder? C'est vraiment l'ensemble des thématiques RH, telles que, voilà, je vous ai cité ce qui est le plus souvent mobilisé, donc la gestion des emplois et des compétences, l'accompagnement aux transitions écologiques et numériques. C'est un volet qui s'est fortement développé en 2023 et sur lequel on va encore axer les accompagnements en 2024, à n'en pas douter. Tout ce qui est organisation du travail et qualité de vie de travail. Et puis, dans le contexte qui est le nôtre, on rencontre souvent des entreprises, des structures qui ont du mal à recruter. Tout le volet appui au recrutement et l'intégration des salariés, au développement d'attractivité de l'entreprise pour pouvoir faciliter ces phases de recrutement et de maintien en emploi. Ce dispositif, il a été lancé en juin 2020, et pour illustrer, on a jusqu'à présent accompagné près de 1300 entreprises ou structures employeuses en Pays de la Loire. Donc c'est quand même un dispositif qui prend corps fortement et qui répond à un vrai besoin. Comment il est financé? Donc c'est une spécificité des Pays de la Loire. C'est un dispositif d'État, mais qui est cofinancé par l'État et la région. Donc ce qui nous permet de communiquer plus largement et éventuellement à titre complémentaire par l'opérateur de compétences. J'y reviendrai par rapport à l'acteur qu'il convient de mobiliser pour pouvoir s'engager dans un dispositif de prestation conseil en ressources humaines. Vous le voyez, ce qu'on est en capacité de proposer aujourd'hui avec ces cofinancements croisés, c'est un reste à charge zéro pour les structures de moins de 11 salariés, un reste à charge limité pour celles jusqu'à 50, et puis une prise en charge de 70% pour celles jusqu'à 250 salariés, sachant que selon les secteurs auxquels vous appartenez, il peut y avoir pour les restes à charge une diminution qui, cette fois, est prise en charge par votre opérateur de compétences. C'est le premier dispositif d'accompagnement. Donc,
globalement qui se déploie plutôt à titre individuel, très majoritairement à titre individuel, mais qui peut aussi être construit pour répondre à une problématique d'un collectif d'entreprises ou de structures qui souhaitent finalement travailler avec l'appui d'un consultant externe sur un sujet ressources humaines qu'ils partagent à un moment donné de leur développement. Le deuxième dispositif que je souhaitais à cette occasion vous présenter, c'est le FNE Formation. Donc, qu'est-ce que le FNE Formation? C'est accompagner là aussi les entreprises, les structures employeuses à développer les compétences des salariés, à maintenir leur employabilité. Et l'enjeu pour l'État, c'est de venir, le cas échéant, compléter les obligations de l'entreprise qui sont celles qu'elle déploie dans le cadre de leur plan de développement des compétences, avec l'objectif d'éviter des ruptures de parcours pour les salariés, des inadéquations entre ce dont a besoin la structure à un instant T et les compétences que le salarié est en capacité de déployer dans l'entreprise. Ce dispositif FNE Formation, il est potentiellement mobilisable par toutes les structures employeuses, quel que soit leur effectif, donc quelle que soit leur taille, et également quel que soit leur secteur d'activité. La différence, elle est que, puisqu'on s'appuie sur un règlement d'exemption européen, le financement et le plafond de financement de l'État va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'ai repris dans l'illustration. Donc, si on est une grande entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui est de plus de 250 salariés, on a potentiellement une prise en charge de 50%. Quand on est jusqu'à 50 salariés, on a 70%, et entre les deux, on a potentiellement 60% qui peuvent être des financements publics pris en charge dans le cadre du dispositif FNE Formation. Pour quel type de formation? Donc le dispositif, il est recentré sur 3 typologies de formation qui sont toutes les 3 axées sur les transitions des entreprises. D'une part, la transition écologique, donc les formations nécessaires pour accompagner l'entreprise dans la transition écologique. D'autre part, la transition numérique. Et puis enfin, la transition alimentaire et agricole. Donc on le voit, c'est vraiment un appui apporté aux entreprises pour les accompagner dans ces transformations et ces transitions. Hors obligation de formation générale à la sécurité, ça c'est un prérequis évident, mais qu'il est important parfois de rappeler. Et puis, on va aussi avoir une attention particulière dans l'accompagnement et le financement qui va être proposé aux entreprises dans ce cadre-là, pour les salariés de plus de 55 ans, puisqu'on sait que potentiellement, c'est ceux dont le niveau d'employabilité peut, le cas échéant, poser plus de difficultés. En tout cas, pour le maintien en emploi, ils ont besoin d'être des salariés pour lesquels on porte une attention plus grande. Pour mobiliser ces 2 dispositifs, la clé d'entrée, c'est votre opérateur de compétences, puisque à la fois sur le premier dispositif PCRH, nous contractualisons à niveau régional avec l'ensemble des opérateurs de compétences pour leur mettre à disposition les moyens qui leur permettent de proposer à leurs adhérents le dispositif PCRH. Et pour ce qui est du FNE Formation, cette contractualisation se fait au niveau national entre l'État et les 11 opérateurs de compétences. Et le dispositif se déploie ensuite dans les différentes régions, avec potentiellement, comme je le disais au titre de la PCRH, pour le FNE Formation, des spécificités propres à chaque opérateur de compétences. Mais l'économie générale du dispositif, les axes prioritaires sur lesquels le FNE Formation peut être mobilisé restent les mêmes pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, un dispositif d'accompagnement plutôt sur la fonction RH qui fait intervenir un consultant externe d'un côté, et puis un dispositif qui vient renforcer les moyens dont dispose l'entreprise pour former ses salariés tout au long du parcours professionnel, c'est le FNE Formation. Et ces 2 dispositifs viennent accompagner les transformations et les transitions, notamment écologiques, auxquelles les entreprises sont confrontées de plus en plus aujourd'hui.
Je vous ai remis également un contact si vous souhaitez avoir des éléments d'information complémentaires auxquels on répondra évidemment bien volontiers. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup, Denis. Très clair sur ces deux dispositifs. Donc, c'est bien, ça fait bien le lien entre l'accompagnement à des projets, comme Pascal a pu nous présenter, et plutôt sur des formations. J'en profite avant de voir vos questions et puis justement d'échanger sur le sujet pour vous dire, alors c'est notre petite pub, mais c'est important aussi que vous ayez connaissance de ce qui se fait sur le territoire. Nous, pour le comité 21, on a quand même une offre de formation qui est assez importante sur les sujets qu'on a cités avant. Alors, sur les sujets de la RSE, forcément, parce que c'est aussi notre cœur d'activité, mais aussi sur le territoire, la gouvernance, le climat. Je vous ai fait juste là, sur la petite slide, les dates pour les formations qui sont déjà fixées. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de formations qu'on peut monter en intra-entreprise, un petit peu sur mesure pour vos organisations. Donc, si vous avez des questionnements ou des projets autour de la gouvernance, de vos parties prenantes, voilà, de l'adaptation de votre structure au changement climatique, c'est des choses qu'on propose tout le long de l'année, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je vous ai mis nos petites têtes juste après. Vous l'avez peut-être compris, mais on est organisé en deux pôles, hein. Le pôle plutôt en rapport avec les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur, qui est dirigé par Anne, qui vous a fait le petit mot tout à l'heure et avec qui je travaille. Et puis Léa, qui est aussi parmi nous, elle vous fait un petit coucou, qui s'occupe plutôt de la partie collectivité et association. Vous avez nos mails, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des besoins. On peut soit vous accompagner ou soit vous orienter aussi vers des personnes qu'on connaît dans notre réseau, des experts, des structures qui sont très adaptées pour vos besoins. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà pour le petit instant. Et ben, je vous propose de répondre à vos questions et puis d'échanger surtout autour de vos besoins de formation, voir si ces dispositifs ont pu répondre à vos questions. Il y a une première question, Denis, de la part de Monsieur Barrault, qui demande si on peut avoir des exemples d'accompagnement aux transitions écologiques. Et je crois que c'était une question qui était plutôt sur le PCRH, mais peut-être que ça rentre aussi pour effet de formation. Alors, sur PCRH, ça va être finalement de pouvoir traduire dans l'organisation du travail, dans son management, les conséquences induites par les transitions, finalement par des choix économiques, hein. Finalement, on fait en sorte que les choix économiques de la structure soient aussi corrélés avec l'organisation RH. Et dans ce cadre-là, on peut faire intervenir un consultant qui va retravailler soit collectivement, soit sur une thématique dédiée avec l'entreprise pour faire en sorte qu'il y ait une corrélation qui s'installe entre les évolutions qui sont nécessaires et qui sont plutôt du champ économique, et puis les conséquences que ça peut avoir sur l'organisation du travail, sur la façon d'appréhender les ressources humaines au sein de l'entreprise. Et sur les formations, si on regarde ce qu'on peut considérer comme éligible, c'est tout ce qui est les transitions liées aux transformations énergétiques, au mode de production, donc les conséquences que ça peut avoir en termes de formation pour les acteurs de l'entreprise, des démarches liées à la protection, au renforcement de la protection de l'environnement dans la production de l'entreprise. Donc c'est ce type de formations qui peuvent être mobilisées au titre de la transition écologique. Merci, j'espère que ça a répondu à la question. Une deuxième question, on prendrait un cas d'école, on se mettrait dans la peau d'un chef cuistot qui sera en restauration collective, qui a 55 ans, qui travaille en asso, et de savoir s'il peut prétendre à la fois aux formations sur le volet transition écologique, mais en même temps sur le volet transition alimentaire et agricole. Oui, évidemment, s'il y a deux typologies de formation qui sont identifiées répondant à ces deux transitions, le salarié pourra bénéficier, il pourra rentrer dans deux parcours qui répondront à ces deux sujets sans difficulté, en lien avec l'opérateur de compétences qui construira finalement la réponse la plus adaptée avec le besoin de l'entreprise et du salarié. Une autre question un peu cas d'école, mais là je pense que c'est pour un besoin spécifique. Une question, est-ce qu'une formation à l'intelligence collective de manager RSE, notamment pour accélérer le déploiement de stratégies RSE en entreprise, pourrait être éligible au financement que tu nous as présenté?
Probablement sur le volet transition écologique, effectivement. Après, il faut regarder, et c'est tout le travail que va faire le conseiller de l'opérateur de compétences pour bien calibrer le besoin et bien l'intégrer dans une démarche formative qui répond à l'axe prioritaire ou à un des axes prioritaires qui sont identifiés dans ce dispositif d'accompagnement de l'État. Si. Une question plutôt pour nous, alors je vais faire une pré-réponse, mais peut-être complétée par Anne, savoir si on a des formations en lien avec la comptabilité qui intègrent notamment le sujet des ressources, des capitaux naturels et on va dire de ce qui est un peu extra-financier. Nous, on appelle ça un peu chez nous la comptabilité triple capital, mais ça a plusieurs appellations. On l'aborde effectivement dans le cadre d'un parcours qu'on propose aux entreprises pour structurer leur démarche RSE. Aujourd'hui, c'est notre façon de l'aborder, c'est-à-dire qu'on fait venir un expert pour décrypter ce sujet et voir comment en fait on peut l'intégrer dans notre stratégie et passer sur ce type de modèle. Peut-être que Anne, tu veux compléter sur ma réponse sur ce sujet? Non, c'est très bien expliqué. Il y a un atelier en effet sur le reporting qui va aborder à la fois la partie CSRD et la partie également un peu plus prospective sur la comptabilité triple capital. Et cet atelier-là fait partie en effet du dispositif parcours et RSE et impact positif. Voilà, où on a une promo par an qui commence en avril. Une question de Anne qui veut savoir quel est le délai de réponse pour justement savoir si notre formation elle est éligible ou pas. Comment ça se passe? En fait, on écrit un mail sur le mail là, que tu mettais. Alors, l'interlocuteur privilégié pour déployer les deux dispositifs que j'ai présentés, c'est l'opérateur de compétences. Donc, il faut se rapprocher de son conseiller opérateur de compétences et c'est lui qui prend en main ensuite tout ce qui est ingénierie de financement, à la fois sur la chaîne de formation, mais aussi sur la PCRH, puisqu'il va permettre à la structure de bénéficier d'une optimisation de ce financement. Donc, une porte d'entrée, l'opérateur de compétences, qui lui est chargé d'aller mobiliser les différents cofinancements qu'il peut proposer à la structure demandeuse. Mais c'est vraiment le conseiller de l'opérateur de compétences qu'il faut contacter. Sur les délais d'instruction, c'est relativement variable, mais en règle générale, on a des réponses dans un délai de quelques semaines au plus. Anne, tu veux poser une question? Oui, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, Denis. Il y a quand même en effet un délai qu'il faut prendre en compte quand vous demandez des financements de formation pour les OPCO, parce que nous, étant certifiés Calliope et faisant des formations, on voit bien que des fois, les acteurs s'inscrivent au dernier moment sur les formations, donc il faut anticiper un petit peu. Il ne faut pas anticiper 3 mois à l'avance obligatoirement, mais une semaine à l'avance, ça fait court pour avoir la certitude que votre formation va être certifiée OPCO. Donc, c'est un petit point de vigilance à avoir. Et j'avais une précision, Denis. Est-ce que pour le financement par les OPCO sur le FNE, il faut obligatoirement que l'organisme, ceux qui déploient la formation, soient certifiés Calliope? Oui, c'est une obligation. Ouais, c'est une obligation, voilà. Ouais. Oui. Donc, pour info, comité 21 est certifié Calliope. Ça, c'est en effet un process qui permet de certifier le sérieux des organismes de formation, quoi. Tout à fait. J'ai une dernière question dans le chat, c'est parfait. Et on finit par Benoît Planchenoz qui nous demande si des formations, justement pour revenir sur le sujet des formations en transition écologique, si les formations du type fresques, alors les fresques du climat, fresques de l'automne, etc., pourraient rentrer et fonctionneraient-elles dans le cadre de ces financements? À partir du moment où c'est estampillé formation effectivement reconnue en tant que telle, ça peut s'intégrer et ça peut faire l'objet d'un financement au titre du FNE. Ok, super. Ça me fait une très belle transition avec la dernière question qui est aussi ma dernière slide, avec Monsieur Bizien qui nous demande s'il est possible d'organiser une formation sur la transition auprès de plusieurs entreprises. Charge à nous de les rassembler, sorte de formation interentreprise. Alors, nous, ça existe déjà chez nous, ça s'appelle le parcours RSE et Impact.
organise ça tous les ans. Donc là, on va débuter, comme on disait Anne juste avant, la promotion numéro 4, mi-avril, qui est une formation-action qui dure 10 mois avec des étapes et des ateliers sur toutes les thématiques de la RSE. Donc, on a parlé de la comptabilité triple capital et du reporting, mais c'est aussi voilà, la biodiversité, les achats responsables, les stratégies de décarbonation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en format inter-entreprise, mais on peut aussi tout à fait imaginer pour voilà, une zone d'activité, une collectivité qui aurait envie d'animer ça sur son territoire, créer un format où on adapterait nos compétences là-dessus, puisqu'on sait bien accompagner les acteurs sur ces sujets, à un territoire spécifique. C'est ce à quoi vous faisiez référence, Laurent. Mais oui, comme dit Anne, on pourra vous contacter sans problème. Et là, Camille parle de la partie RSE et impact positif, mais on va avoir son pendant sur la partie climat à partir de la rentrée 2024. On prend une dernière question, monsieur, je vois que vous levez la main. Comme ça, votre micro n'est pas activé. Monsieur Louis, on ne vous entend pas. Le micro est éteint. C'est un peu normal, oui. Voilà. Ce n'était pas une question, c'était un autre commentaire. Ce que disait Denis sur le passage obligatoire par l'OPCO, peut-être peut vous amener aussi à anticiper et à avoir une logique plus sectorielle que territoriale, puisqu'en l'occurrence, ce serait ça, ce serait de travailler avec un ou deux OPCO, sans doute pas plus, parce que sinon ça devient trop compliqué, pour pouvoir faire financer un projet et du coup qui toucherait les entreprises de l'OPCO en question. Ce serait plus facile. Chaque année. Pardon? Non, je pense que c'était un bruit parasite, mais on a entendu votre remarque, effectivement. Merci. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Pascal et Denis, de vous être rendus disponibles pour venir nous présenter concrètement, parce qu'on sait que ça peut être compliqué pour les structures d'y voir clair sur tout ce qu'il existe, etc. Donc, c'est hyper important de pouvoir prendre ce temps pour le détailler. Comme je vous l'ai dit juste avant, on vous enverra effectivement les slides où vous aurez tous les liens qui sont accessibles avec les contacts de la région pour les appels à projets économie circulaire et puis de l'adresse aussi pour tous les sujets de formation, ceux du comité 21 si vous avez besoin d'avoir plus d'infos ou d'accompagnement. On était ravis de vous proposer ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi. Voilà, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir en termes de décryptage ou d'information qu'on pourrait vous proposer dans l'année, on est ouvert à toutes vos suggestions. On va vous souhaiter un bon appétit et puis à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Pascal et Denis. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.